Comment vaincre un empire hors la loi qui prospère grâce à la peur, la loyauté et le rugissement des moteurs, non pas avec des armes plus bruyantes, mais avec patience, pression et temps. Cette histoire suit les bandidos à travers des guerres rivales, des trahisons et des ennemis invisibles qui n'ont jamais porté d'insigne. Des parkings baignés de sang aux salles d'audience encombrées de dossiers. Chaque action a resserré l'étau. Que se passe-t-il lorsque la route disparaît, que l'argent se fige, que les téléphones se taisent et que l'avenir devient indifférent? Aucune sirène n'annonce la fin. Le royaume de Jeff Pike, le jour où le Texas a cessé d'appartenir aux bandidos. Jeff Pike n'a pas bâti la réputation des bandidos au Texas par des discours, mais par des règles. Dans son univers, un écusson n'était pas un ornement, mais un acte. On ne traversait pas un comté à moto, on n'organisait pas un rassemblement, on n'ouvrait pas un local sans autorisation. Il y avait des protocoles, des coups de fil, des intermédiaires, et cette phrase silencieuse qui signifiait tout, « Nous traversons votre territoire ». C'est ainsi qu'un empire hors la loi se maintient. Et c'est pourquoi le défi lancé par les Cosaques a été perçu comme une attaque directe contre le pouvoir suprême. Pendant des années, les Cosaques ont été plus petits, plus ambitieux et plus bruyants. Ils arboraient leur couleur comme une affirmation, se présentant à des événements où les bandidos exigeaient une déférence automatique. Des rumeurs circulaient à leur sujet. Ils refusaient de payer leurs impôts. Ils ne demandaient pas la permission. Ils ne traitaient pas le Texas comme le royaume de quelqu'un d'autre. Dans le monde des motards, ce n'est pas de l'entêtement. C'est une provocation qui force une réaction, car si un club s'en tire à bon compte, toute la hiérarchie s'effondre. Puis vint Waco, le 17 mai 2021. Twin Peaks devait être un rassemblement habituel, le genre de rencontre de midi où des hommes en cuir discutent affaires, autour d'un repas, faisant comme si la vie normale existait encore. Au lieu de cela, la réunion se transforma en une véritable guerre de gangs. Des dizaines de motos arrivèrent, puis d'autres encore. L'atmosphère n'était pas festive, elle était électrique. Deux groupes tournaient en rond, scrutant chaque regard, chaque pas, chaque main s'approchant trop près d'une ceinture. La première bousculade parut anodine, la première insulte semblait banale. Et puis, tout explosa. Des coups de feu retentirent si vite à travers le parking que les témoins ne purent dire qui avait tiré le premier. Des gens se jetèrent derrière leurs motos, se glissèrent sous les tables et serraient leurs pistolets dans leurs mains tremblantes. 9 hommes moururent. Plus de 20 furent blessés. Des douilles jonchaient le sol comme du gravier, et l'air avait un goût de poudre brûlée et de panique. La police a déferlé sur les lieux, et le récit public s'est mué en chaos. Mais au sein même de cette communauté, l'enjeu était plus profond. Le contrôle. Les bandidos avaient toujours considéré le Texas comme leur fief, le berceau de leur identité. Les Cosaques n'étaient pas des étrangers venus d'un autre État. Eux aussi étaient texans, et cela donnait à leur défiance une dimension personnelle. Un rival issu du même sol ne menace pas seulement un territoire. Il menace le mythe selon lequel un seul groupe peut régner sur l'état de l'étoile solitaire. Après Waco, la répression fut immédiate. Plus de 170 motards furent arrêtés, photographiés, fichés, et leurs dossiers firent la une des journaux. Pour les forces de l'ordre, c'était l'occasion de démanteler 2 réseaux violents d'un coup. Pour les clubs, c'était comme si l'État prenait parti, car les arrestations n'apaisent pas les rancœurs. Elles les exacerbent. Les véritables conséquences ne se sont pas déroulées devant les caméras. Elles se sont manifestées dans les mois et les années qui ont suivi, lorsque les locaux des clubs ont renforcé leur sécurité, lorsque les petits groupes ont choisi des alliés, lorsque les hommes ont cessé de rouler seuls. Des rumeurs de vengeance circulaient dans les bars du Texas comme la fumée d'une cigarette. Les motos étaient à surveiller.
Les maisons étaient inspectées 2 fois. Les noms étaient prononcés avec précaution. Le message planait dans le silence. Contester l'autorité, c'est hériter des funérailles. Dans ce monde, le respect est une monnaie d'échange et les dettes se règlent par la violence. Waco n'a pas mis fin à une querelle. Cela a révélé le prix de la transgression des règles. Et cela a prouvé que dans le Texas de Jeff Pike, la paix n'était jamais une paix véritable. Ce n'était qu'un répit avant le prochain rugissement de moteur. Ruben Dock, Cavazos et la ligne. Pacifique quand les Mongols ont refusé de s'agenouiller. Ruben Dock, Cavazos a bâti les Mongols sur un souvenir d'exclusion et un goût pour la rébellion. Fondés par des vétérans du Vietnam refusés par d'autres clubs, les Mongols ont très tôt appris que le respect ne se donnait pas, il se prenait. Cette leçon les a suivis à travers les déserts et les rues de Californie, forgeant une culture qui ne s'est jamais soumise à l'autorité extérieure. Ainsi, lorsque les Bandidos ont commencé à migrer vers l'ouest, emportant avec eux leur confiance née au Texas vers le Pacifique, l'héritage de Cavazos planait sur chaque rencontre comme un signal d'alarme. L'ouest avait ses propres règles. La Californie, l'Arizona et le Nevada n'étaient pas des routes désertes attendant d'être conquises. Leur territoire était déjà cartographié par des lignées, des alliances et des rancunes vieilles de plusieurs décennies. Les Mongols avaient déjà survécu à des guerres contre des ennemis plus redoutables, notamment les Hells Angels, et ils en étaient ressortis endurcis. À leurs yeux, les Bandidos n'étaient pas des rois arrivant pour revendiquer des terres. C'étaient des contestataires, foulant un sol déjà défendu. La tension n'a pas explosé d'un coup, elle s'est installée sournoisement. Les bars de motards se sentaient soudain sous surveillance. Les clubs de soutien étaient contraints de choisir leur camp. Sur les routes désertiques, les motards étaient suivis de trop près. Puis vint la violence, jamais à la une des journaux, mais relayée par les briefings des forces de l'ordre et les rumeurs entre motards. Des fusillades depuis des voitures devant les lieux fréquentés par les clubs. Des motos incendiées sur des parkings pendant la nuit. Des hommes roués de coups, un avertissement clair sans pour autant créer de martyrs. Las Vegas changea la donne. En 2002, les affrontements entre les Mongols et les Hells Angels éclatèrent au grand jour, dans un casino, prouvant que les Mongols n'hésitaient pas à semer le chaos dans des lieux touristiques. Les Bandidos prirent note. Ce n'était pas leur combat, mais un signal fort. Toute expansion vers l'ouest se heurterait à un club prêt à riposter avec force, rapidité et fracas si on le provoquait. Alors que les sections des Bandidos se rapprochaient dangereusement, les Mongols répondirent par la pression plutôt que par des défilés. Les petits clubs furent avertis. Les affiliés furent retournés contre leurs alliés ou punis. En Arizona et au Nevada, les forces de l'ordre interceptèrent des communications, laissant présager des réunions qui étaient en réalité des embuscades, des pourparlers de paix qui se terminaient par des fractures et des gilets pare-balles arrachés. Dans une affaire largement médiatisée, un membre d'un club de soutien des Bandidos fut retrouvé abattu près de sa moto incendiée, ses couleurs emportées comme un trophée. Les Mongols crièrent à la justice. Les Bandidos crièrent au franchissement d'une limite. Ce qui frustrait le plus les Bandidos, c'était leur structure. Leur hiérarchie reposait sur un leadership, des grades et une chaîne de commandement. Les Mongols fonctionnaient différemment. Ils opéraient comme des cellules, chaque section étant loyale mais indépendante, ce qui rendait toute décapitation impossible. Arrêter un chef et rien ne s'arrêtait. Fermer un local et un autre apparaissait ailleurs. C'était une stratégie née de la survie. Et elle fonctionnait. À la fin des années 1920, les agences fédérales décrivaient la rivalité comme contenue mais explosive. Pas de guerre déclarée, pas de traité, juste une tension palpable, une tension permanente. Les deux camps adaptèrent leurs tactiques, privilégiant l'infiltration, les pressions financières
et les conflits par procuration aux affrontements armés directs. La violence ne disparut pas. Elle devint plus discrète, plus ciblée, plus difficile à déceler. Au fond, il y avait une question d'identité. Les bandidos se voyaient comme des bâtisseurs d'empires, diffusant un code depuis le Texas. Les Mongols se voyaient comme les gardiens de l'indépendance, allergiques à toute revendication de domination sur leurs terres. Dans le reflet chromé de leurs motos, chaque camp voyait la même chose en retour. Fierté, défi et la certitude que la défaite n'était jamais une option. Frankla, ligne européenne, de Hannebut, quand les Hells Angels ont transformé le continent en zone de guerre. Frank Hannebut comprenait l'Europe comme un général comprend le terrain. Figure publique des Hells Angels en Allemagne, il ne se contentait pas de superviser les sections, il veillait à l'équilibre. Les frontières comptaient, les villes comptaient, et la réputation plus que tout. Aussi, lorsque les bandidos traversèrent l'Atlantique à la fin des années 1980, ils n'arrivèrent pas en invités, ils arrivèrent pour défier un ordre établi par la terreur. Au premier abord, cela ressemblait à une expansion pacifique. Une nouvelle section par-ci, un nouveau local par-là. Mais en Scandinavie, les Hells Angels étaient déjà profondément enracinés, surtout autour de Copenhague. Leur influence était discrète, mais tacite. C'est pourquoi l'ouverture d'une section des bandidos à Helsingør fut perçue moins comme une compétition que comme une invasion. Le message était clair. Les couleurs texanes s'imposaient sur l'asphalte européen. La guerre atteignit un point de non-retour en 1996. Une roquette fut tirée sur un local des Hells Angels, près de l'aéroport de Copenhague. L'explosion tua une jeune femme, étrangère à tout club, et blessa plusieurs autres personnes. Cet instant précis changea tout. Il entraîna les gouvernements dans un conflit qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Des unités spéciales anti-motards furent créées presque du jour au lendemain. La surveillance s'intensifia. Les descentes de police devinrent monnaie courante. En coulisses, le conflit était une question de hiérarchie. Les Hells Angels considéraient l'Europe comme leur territoire, acquis au prix de décennies d'intimidation et de domination. L'approche de Frank Hannebut était calculée. Il n'avait pas besoin d'explosions constantes, mais de pression. Des alliances stratégiques avec des clubs plus petits. Des avertissements discrets transmis par des intermédiaires. Les bandidos réagirent en se structurant, imposant discipline et loyauté par-delà les frontières. Le résultat fut une partie d'échecs où les balles remplaçaient les pièces. Chaque camp testait les limites, sondait les faiblesses, guettait les erreurs. En 1997, l'épuisement s'installa. La pression policière s'intensifia et à huis clos, des négociations commencèrent. La grande guerre des motards nordiques prit officiellement fin sur le papier. Mais le papier n'efface pas les souvenirs. La haine ne disparut pas. Elle se réfugia dans la clandestinité. Les conflits territoriaux se muèrent en trafic de drogue. Les batailles de recrutement remplacèrent les fusillades publiques. Le silence devint le nouveau champ de bataille. Même des décennies plus tard, les cicatrices restent. En Allemagne et au Danemark, la simple vue des couleurs des bandidos suffit encore à déclencher l'alerte policière. Leurs repères sont surveillés, leurs déplacements suivis. L'héritage de cette guerre a profondément marqué la culture hors-la-loi européenne. Il a prouvé que ces clubs n'étaient pas de simples bandes. Ils étaient organisés, stratégiques et prêts à une escalade inimaginable. Pour les bandidos, survivre en Europe était un honneur. Pour les Hells Angels, conserver le terrain renforçait leur légende. Frank Hannebut ne défendait pas seulement un territoire. Il défendait une réputation bâtie sur la peur. Et en Europe, cette réputation a été payée dans le sang
avec des bâtiments incendiés et une génération qui a appris une dure vérité. L'expansion s'accompagne toujours de résistance, et la résistance a toujours un prix. Anthony, Snoddy, Spencer et le schisme australien, quand la fraternité s'est transformée en exécution. Anthony, Snoddy, Spencer n'a pas quitté les Comancheros discrètement. Dans le monde des hors-la-loi, les départs discrets n'existent pas. Lorsqu'il s'est affranchi de l'emprise de fer de Jock Ross au début des années 1980, Spencer n'a pas simplement quitté le club. Il l'a fait exploser. Ce qui suivit allait devenir l'un des chapitres les plus violents de l'histoire des motards. Et le moment où les Bandidos se sont transformés d'un club de hors-la-loi américain en une force mondiale forgée dans le sang. Les Comancheros étaient déjà puissants en Australie, craints et profondément enracinés. Ross régnait par la discipline et la punition. Et pour certains membres, cette autorité avait frôlé l'étouffement. Spencer et un groupe de dissidents estimaient que le club était devenu une prison déguisée en fraternité. Ils aspiraient à l'autonomie, à se faire entendre et à un pouvoir sans soumission. Lorsqu'ils découvrirent les Bandidos aux États-Unis, ils trouvèrent bien plus que des alliés. Ils trouvèrent une identité qui promettait une rébellion structurée. L'adhésion aux Bandidos n'était pas symbolique, c'était un acte de guerre. Du jour au lendemain, d'anciens frères devinrent des traîtres. Les couleurs qui jadis s'alliaient désignaient désormais des cibles. La tension monta rapidement, surtout à Sydney, où les deux clubs fréquentaient les mêmes rues et marchaient aux puces, se défiant mutuellement. Personne ne céda. L'explosion eut lieu le jour de la fête des pères, le 2 septembre 1984, lors d'un marché aux puces de moto à Milperra. Les deux groupes arrivèrent en sachant parfaitement qui était l'autre. Des témoins décrivirent une atmosphère électrique, un silence lourd de tension. Un seul coup de feu le brisa, puis ce fut le chaos. Les coups de feu résonnèrent sur pétain sur le parking. Les machettes s'entrechoquèrent. Les civils s'enfuirent. Quand ce fut fini, 6 motards gisaient morts. Leanne Walters, 14 ans, une innocente prise dans une guerre qui ne la concernait pas, périt également. L'Australie n'avait jamais connu une telle violence. Le massacre de Milperra a brisé l'illusion que les conflits entre motards n'étaient que des querelles marginales. Il a contraint les législateurs, la police et le public à se confronter à la réalité d'une guerre organisée entre hors-la-loi. Les Bandidos n'étaient plus un simple club importé. Ils étaient désormais liés à jamais à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire criminelle du pays. Pour les Bandidos, le massacre est devenu un sombre récit fondateur. Le sang avait scellé leur présence. Ils n'étaient plus des invités en Australie. Ils étaient solidement implantés. Pour les Comancheros, ce fut une blessure qui ne se referma jamais. Les représailles se sont succédées par vagues successives, fusillades, attentats à la bombe, passages à tabac, dans les ruelles et sur les parkings des clubs. Même avec le changement de direction et le passage des générations, la haine est restée vive, transmise comme un héritage. Mais la répression n'a pas mis fin à la guerre, elle l'a remodelée. Dans les années 1920, le conflit s'est déplacé vers le trafic de drogue, l'extorsion et les réseaux clandestins. Les clubs se sont adaptés. Ils l'ont toujours fait. Pourtant, derrière ces nouvelles tactiques, la vieille trahison restait la plaie béante. Les Comancheros considéraient la défection de Spencer comme une trahison. Les Bandidos comme une libération acquise au prix terrible. Milperra a donné une leçon indélébile au monde des hors-la-loi. Quand la loyauté se brise, elle ne s'éteint pas, elle explose et, une fois le sang versé entre frères, il n'y a plus de paix, seulement des pauses entre les enterrements. James Big Jim, Nolan et le Myrdol. Quand les hors-la-loi ont tenu bon, James Big Jim, Nolan croyait aux vieilles règles.
celle d'avant les réseaux sociaux, d'avant les gros titres sensationnalistes, d'avant que les clubs de motards hors la loi ne deviennent des marques. Pour Nolan et les Outlaws Motorcycle Club, le respect ne se négociait pas, il s'imposait. C'est cet état d'esprit qui a permis aux Outlaws de conserver leur influence dans le Midwest et une partie du Sud, bien avant que les Bandidos ne déferlent du Texas. Et c'est précisément pour cette raison que leur confrontation était inévitable. Pendant des décennies, les deux clubs ont coexisté. Les Bandidos dominaient le Texas et le Sud-Ouest. Les Outlaws contrôlaient l'Illinois, l'Ohio et une grande partie du Midwest. Un accord tacite existait. Chacun son camp. Mais l'expansion change tout. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les Bandidos ont commencé à s'étendre vers l'Est, discrètement mais méthodiquement. Un nouveau repère par-ci, un club de soutien par-là. Pour les Outlaws, cela ressemblait à un empiètement déguisé en coïncidence. Les Bandidos répondirent dans leur propre langage. La riposte n'était pas spectaculaire, mais coordonnée. Dans des États comme la Louisiane et le Mississippi, les affrontements se terminaient par des passages aux urgences et des rapports de police sans suspect désigné. Les forces de l'ordre commencèrent à remarquer des schémas récurrents. Deux clubs qui se croisent, des violences qui s'ensuivent, puis le silence. Les deux camps connaissaient le code. Parler à la police, et c'est fini. Ce qui rendait cette rivalité particulièrement dangereuse, c'était la similitude des deux clubs. Ils étaient structurés, disciplinés et profondément ancrés dans la tradition. Tous deux croyaient en la hiérarchie, en l'application des règles et en l'idée que le manque de respect devait être puni publiquement afin de dissuader toute imitation. Ce conflit n'était pas alimenté par des têtes brûlées, mais par des stratèges. Au début des années 2000, les agences fédérales intervinrent. L'ATF commença à surveiller les deux clubs, se concentrant sur le trafic d'armes et les représailles organisées. Les rapports de renseignement montraient comment les clubs de soutien servaient de zone tampon, absorbant les risques tout en protégeant les dirigeants. Les bars et les rassemblements devinrent des points de pression. Un rassemblement n'était pas seulement un moment social, c'était aussi une opération de reconnaissance. Un incident en Louisiane illustra parfaitement la nature de cette rivalité. Après un événement lié aux Outlaws, un bar voisin, fréquenté par les Bandidos, fut la cible de coups de feu tard dans la nuit. Personne ne fut tué, mais le message était clair. 2 nuits plus tard, plusieurs membres des Outlaws furent agressés devant un restaurant par des motards masqués. Aucun drapeau n'était porté. Aucune arrestation n'eut lieu. L'équilibre était rétabli, du moins temporairement. Contrairement à Waco ou Milpera, aucun massacre ne marqua cette guerre. C'était voulu. Les deux camps savaient qu'un bain de sang public attirerait une attention indésirable. Ils menèrent donc un conflit clandestin, une guerre qui couva lentement et silencieusement. Les forces de l'ordre parlaient de retenue, les initiés, de discipline. Avec le temps, une trêve fragile s'installa. Les territoires se fortifièrent. Les frontières furent à nouveau respectées, non par amitié, mais par épuisement et par nécessité. Aucun des deux camps n'oublia. Ils attendirent, tout simplement. Big Jim. Nolan incarnait tout ce que les Bandidos voyaient en eux. Un reflet, une autre fraternité fondée sur la loyauté, la peur et la mémoire. Et c'est ce qui rendait les Outlaws dangereux. Ils n'étaient pas le chaos, ils étaient organisés. Et lorsque deux ordres s'entrechoquent, une seule erreur suffit à transformer le silence en fusillade. Jeffrey, Jethro, Pettigrew et la ligne du désert. Quand les Vagos ont transformé l'Ouest en cimetière, Jeffrey, Jethro, Pettigrew se comportait comme un homme qui croyait que le désert avait une voix.
Président de la section de San José du club de motards des Vagos, il comprenait l'Ouest d'une manière unique, bien différente de celle des étrangers. Le désert n'était pas vide, il était contrôlé. Chaque sortie d'autoroute, chaque parking de casino, chaque tronçon de route isolée avait son histoire, et cette histoire était défendue par la violence. Lorsque les bandidos sont poussés vers l'ouest, ils ne pénétraient pas en terrain neutre. Ils fonçaient droit sur le territoire de Pettigrew. Les Vagos dominaient depuis longtemps la Californie, le Nevada et l'Arizona. Leurs bandes vertes étaient des avertissements, pas des décorations. Ils prospéraient là où les forces de l'ordre étaient moins présentes et où les clubs rivaux sous-estimaient le terrain. Les bandidos, forts de leur confiance texane, y voyaient une opportunité. Les Vagos, eux, y voyaient une invasion. Et contrairement à leurs rivaux, les Vagos ne misaient ni sur le bruit, ni sur le nombre. Ils misaient sur la précision. Les premières années du conflit sont restées largement dans l'ombre. Les hommes se suivaient en marge des routes. Les clubs de soutien subissaient des pressions discrètes. Des motos disparaissaient, des planques étaient compromises. Les rapports des forces de l'ordre du début des années 2000 décrivent des attaques de type embuscade dans les comtés ruraux, des attaques conçues pour blesser ou humilier plutôt que pour tuer. L'objectif n'était pas de faire la une des journaux, mais de contrôler la situation. Tout a basculé en septembre 2011. Un rassemblement de motards au Nugget Casino de Sparks, dans le Nevada, a tourné au drame. Jeffrey Pettigrew a été abattu en pleine rue, entouré d'autres motards et de civils. Les enquêteurs ont par la suite établi un lien entre ce meurtre et des violences entre clubs rivaux, citant des membres des Vagos et des Bandidos parmi les responsables. Le message a été retentissant dans le milieu des hors-la-loi. Si un leader comme Pettigrew pouvait être éliminé publiquement, personne n'était à l'abri. Les conséquences furent immédiates et brutales. Les représailles se propagèrent au-delà des frontières des États. Les locaux des motards furent fortifiés. Les membres cessèrent de rouler seuls. Dans les déserts, aux abords de Las Vegas et le long de la frontière entre la Californie et le Nevada, des corps commencèrent à être retrouvés dans des endroits censés effacer les preuves. Des motos furent découvertes, dépouillées et brûlées. Des coupures manquantes. Avertissement typique de la culture motarde. Les mots étaient superflus. Ce qui rendait le conflit des Vagos différent, c'était la géographie. Le désert favorise ceux qui le connaissent. Les Vagos utilisèrent l'isolement comme une arme, forçant les affrontements loin des caméras et des témoins. Les bandidos réagirent en s'organisant, envoyant des hommes de main et des membres de confiance pour reconquérir ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Ce fut une partie d'échecs jouée sous un soleil impitoyable. Les agences fédérales se sont mobilisées pour contenir la situation. Des groupes de travail interagences ont mené des perquisitions, saisi des armes et intercepté des communications, évoquant des attaques et des contrôles aux frontières. Malgré la pression, la violence n'a pas cessé. Elle s'est adaptée. Les fusillades se sont raréfiées. Les disparitions sont devenues plus fréquentes. Le silence a remplacé le spectacle. Pour les bandidos, la mort de Pettigrew a marqué un tournant. L'Ouest n'était plus une conquête potentielle. C'était une zone de guerre active. Pour les Vagos, ce fut un cri de ralliement. Pettigrew est devenu un martyr, son nom invoqué pour justifier chaque attaque qui a suivi. Chaque camp a durci sa position, convaincu que l'autre ne s'arrêterait pas tant que l'un d'eux serait en vie. André, Spider, Desjardins et la trahison. Canadienne, la fraternité de la nuit, est mort. André, Spider. Desjardins savait ce que c'était que d'être traqué. Bien avant que les bandidos ne mettent les pieds au Canada, Desjardins avait survécu à une guerre qui avait bouleversé l'histoire criminelle du pays. La Rock Machine avait affronté les Hells Angels à travers le Québec dans les années 1990.
faisant plus d'une centaine de morts. Une fois la poussière retombée, la Rock Machine était anéantie, ses chefs emprisonnés ou tués, ses membres dispersés et désespérés. Pour survivre, il fallait se réinventer. C'est alors que le Texas est intervenu, lorsque les Bandidos ont accueilli les survivants de la Rock Machine dans leur rang au début des années 2000. Cela ressemblait à une solution. De nouvelles couleurs, une nouvelle protection, une chance de se relever. Desjardins et d'autres ont rejoint le groupe, formant les Bandidos Canada. Sur le papier, c'était une fusion. En réalité, c'était une union fondée sur la méfiance. Les vieilles blessures ne guérissent pas simplement parce que les couleurs changent. Dès le début, des tensions latentes existaient entre les sections canadiennes et la direction américaine. L'argent affluait vers le sud. Les ordres donnés ne correspondaient pas aux réalités locales. Les vétérans qui avaient lutté pour survivre sous les ordres de Desjardins s'insurgeaient contre l'obéissance à des hommes qui n'avaient pas versé leur sang dans les rues de Québec. La loyauté devint conditionnelle. Des rumeurs de vol, de trahison et de désobéissance circulaient discrètement, la phase la plus dangereuse de toute relation hors la loi. En 2005, les divisions étaient impossibles à dissimuler. Les sections se scindèrent en factions. Certaines jurèrent de fidélité au Texas. D'autres restèrent fidèles à Desjardins et à la direction locale. Les réunions devinrent tendues. La sécurité fut renforcée. Les membres arrivaient armés non seulement contre leurs rivaux, mais aussi les uns contre les autres. Les signes avant-coureurs étaient partout, et personne n'y mit fin. Le massacre de Shéden a semé la consternation dans le monde des hors-la-loi. Le Canada s'est réveillé avec des gros titres relatant l'assassinat de motards par leurs propres membres. Pour les Bandidos, les dégâts furent catastrophiques. Leur présence canadienne s'est effondrée du jour au lendemain. Les arrestations ont suivi. Les procès se sont éternisés. La marque qui avait promis l'unité symbolisait désormais la trahison. Pour Desjardins et les anciens fidèles de Rock Machine, Shéden est devenu la preuve de toutes leurs craintes. Les Bandidos n'avaient pas proposé de partenariat. Ils avaient exigé l'obéissance. Après le drame, le nom de Rock Machine a refait surface, ressuscité par des hommes qui se sentaient trahis par la direction texane. Les vieux drapeaux ont été hissés à nouveau, cette fois-ci animés par la vengeance plutôt que par l'ambition. La violence reprit, quoique plus discrète. Fusillades depuis des voitures, incendies criminels. Campagne d'intimidation pour rappeler à tous que le Canada n'avait pas dit son dernier mot. Les forces de l'ordre parlèrent d'une seconde guerre des motards, plus courte mais plus froide, alimentée par la mémoire plutôt que par la conquête. La confiance avait disparu. Les alliances ne valaient plus rien. Pour les Bandidos, le Canada devint une leçon sanglante. L'expansion sans cohésion mène à l'effondrement. Le contrôle sans confiance engendre la rébellion. Le massacre de Shéden ne fut pas qu'une simple perte de territoire. Ce fut la mort d'une idée, celle que seule la fraternité pouvait maintenir un empire uni. Dans les champs gelés de l'Ontario, la loyauté s'éteignit cette nuit-là. Et chaque hors-la-loi qui entendit l'histoire apprit la même vérité. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours de l'autre côté de la frontière. Parfois, il est à vos côtés, portant les mêmes couleurs, attendant l'ordre d'appuyer sur la gâchette. Roni, le roi, Bruinsma et les rues silencieuses. Quand Satudara a brisé le code des Bandidos, Roni, le roi, Bruinsma n'a jamais accordé d'importance aux traditions. Alors que la plupart des clubs de motards hors la loi s'enlisaient dans des décennies de rituels et de hiérarchie, Bruinsma a bâti Satudara comme un empire de la rue. Multiculturel, impitoyable et rapide, le club ne revendiquait aucune légitimité.
Il s'est imposé et a défié quiconque osait le contester. Cette attitude est devenue problématique lorsque les bandidos ont étendu leur influence en Europe et se sont heurtés à un ennemi qui ne reconnaissait pas leurs règles. Satudara a émergé des Pays-Bas au début des années 2010, recrutant des membres parmi les bandes de motards indonésiennes, surinamaises et néerlandaises. Leur loyauté ne reposait pas sur la mythologie des vieux motards, mais sur l'identité et la survie. Lorsque les bandidos ont commencé leur expansion depuis l'Allemagne vers les villes frontalières néerlandaises, ils s'attendaient à une résistance de la part de leurs rivaux traditionnels. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était à un club qui refusait toute diplomatie. Les premiers affrontements furent chaotiques. Des bars furent attaqués sans prévenir. Des motos furent incendiées en plein jour. Les membres furent battus avec une telle brutalité que le message était clair. Il ne s'agissait pas d'intimidation pour négocier un territoire, mais de violence pour effacer toute présence. Les enregistrements des caméras de surveillance policière révélèrent par la suite des convois se déplaçant avec une précision militaire, frappant et disparaissant avant même que les patrouilles puissent réagir. Le style de commandement de Bruinsma était impénétrable pour les observateurs extérieurs. Aucune hiérarchie claire, aucune chaîne de commandement identifiable. L'arrestation d'un seul individu ne changeait rien. Habitués à une guerre structurée, les bandidos peinaient à exercer une pression. Leur méthode habituelle, négociation par l'intermédiaire d'intermédiaires, avertissements ciblés et représailles contrôlées, échouèrent. Satudara ne répondit pas aux signaux, mais à l'opportunité. En 2014, le conflit s'étendait ouvertement aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Des fusillades éclataient près des locaux des gangs. Des agressions au couteau s'ensuivaient. Les autorités perquisitionnaient des propriétés liées aux deux gangs, découvrant des fusils d'assaut, des grenades et des gilets pare-balles. Les médias néerlandais comparaient ces violences à des guerres de cartels menées à moto plutôt qu'en camion blindé. Le choc des cultures était plus profond qu'une simple question de territoire. Les bandidos incarnaient l'ordre, la hiérarchie et l'expansion. Satudara représentait le chaos, la rapidité et l'adaptation. Bruinsma raillait les bandidos, les qualifiant d'occupants étrangers attachés à des codes obsolètes. Les bandidos, quant à eux, rejetaient Satudara comme une bande de voyous indisciplinés. Aucune de ces insultes n'a enrayé le bain de sang. Ce qui a le plus déstabilisé les forces de l'ordre, c'était la flexibilité de Satudara. Face à la pression croissante, ils se sont dispersés. Des sections se sont dissoutes et ont réapparu sous de nouvelles bannières. Les membres se sont fondus dans les quartiers qui les protégeaient. Les bandidos, liés par une structure et une visibilité, ne pouvaient pas disparaître de la même manière. Chaque descente de police affaiblissait leur position, tandis que Satudara restait en mouvement. Les gouvernements ont réagi par des interdictions. Les logos ont été proscrits. Les locaux ont fermé. L'appartenance elle-même est devenue un crime. Officiellement, la guerre était terminée. En réalité, elle est devenue clandestine. Des affrontements à petite échelle ont persisté, des attaques silencieuses, des actes d'intimidation ciblés. Une guerre dépouillée de ses insignes, mais dont l'intention restait la même. Henk, le marteau, Kuipers et l'opération de l'Est. Quand aucune redondance nous a réécrit les règles. Henk, the Hammer. Kuipers ne croyait pas à l'attente. Tandis que les clubs de motards, hors la loi traditionnelle, se disputaient la hiérarchie et les autorisations, Kuipers a bâti le No Surrender, Motorcycle Club, à une vitesse fulgurante. Rapide, agressif et résolument moderne, le No Surrender a déferlé sur l'Europe au début des années 2010. Recruter des cavaliers.
lassés de se soumettre aux anciens empires, les Bandidos, déjà meurtris par leur guerre contre Satudara et les Hells Angels, voyaient en Quapers une menace bien plus grande qu'un simple rival. Il incarnait un avenir qui rejetait le passé. Le mouvement No Surrender a vu le jour aux Pays-Bas, mais son influence ne s'est pas limitée à ce seul pays. En quelques années, des sections ont émergé en Allemagne, en Belgique, en Pologne et en République tchèque. Leur expansion fut fulgurante. Ils recrutaient d'anciens bandidos, d'anciens membres de Satudara et des indépendants réfractaires à toute hiérarchie stricte. Aux yeux des observateurs extérieurs, c'était le chaos. Pour les bandidos, c'était une mutinerie qui se propageait au-delà des frontières. Les premiers affrontements furent mineurs, mais symboliques. Des confrontations en boîte de nuit, des bagarres lors de rassemblements de motards, des insultes publiques échangées sur les réseaux sociaux, chose que les clubs plus anciens évitaient. Quapers avait compris le pouvoir de la visibilité. Il n'a pas caché sa rébellion, il l'a affichée. Ce seul fait a enfreint une règle non écrite de la culture hors la loi, où les guerres se murmurent, ne s'affichent pas. En 2015, la violence a suivi le bruit. Dans des villes néerlandaises comme Emmen et Groningen, des fusillades ont éclaté devant des bars liés aux deux clubs. Des motos ont été incendiées. Des membres ont été battus en plein jour. La police a confirmé par la suite que nombre de ces rencontres étaient planifiées, les deux camps arrivant armés et prêts à en découdre. Ce n'était pas un hasard, c'était de la provocation. Alors que No Surrender étendait son influence vers l'Est, la rivalité l'accompagnait. En Allemagne, les petits clubs de motards furent contraints de choisir leur camp. Ceux qui refusèrent en subirent les conséquences. Leurs locaux furent vandalisés. Des recrues potentielles disparurent. Les bandidos tentèrent d'exercer des pressions par les moyens traditionnels. Avertissements, intermédiaires et revendications territoriales. No Surrender ignora tout cela. Mais les interdictions n'effacent pas la loyauté. Elles la rendent simplement clandestine. En Pologne et en Europe de l'Est, les deux clubs se réinventèrent grâce à des organisations de façade et renommèrent leurs sections. La querelle persista sans blason, alimentée par les souvenirs et le ressentiment. Des coups bas silencieux, des intimidations ciblées, des incendies criminels inexpliqués. Une guerre que personne ne reconnaissait officiellement, mais que tous ressentaient. Pour les bandidos, No Surrender représentait une menace générationnelle. Un club qui rejetait l'héritage, la hiérarchie et l'autorité. Pour Quapers, les bandidos étaient des vestiges, des symboles d'un ordre ancien freinant le progrès. Leur conflit n'était pas qu'une question de territoire, c'était une question de temps, l'ancien monde contre le nouveau. Au final, aucun des deux camps ne l'emporta véritablement. Mais le mal était fait. No Surrender prouva que le pouvoir des hors-la-loi pouvait croître sans tradition. Et les bandidos en tirèrent une dure leçon. On ne peut intimider ce qui ne craint pas l'histoire. Eric Stone Rodriguez et le schisme de Houston, quand le terrain est devenu hostile. Eric Stone Rodriguez n'est pas venu d'un autre État pour défier les bandidos. Il a émergé de leur ombre. Houston avait toujours été le cœur battant du territoire des bandidos, là où le rouge et l'or symbolisaient une autorité incontestable. Pendant des décennies, aucun rival n'a sérieusement remis en question ce contrôle. C'est pourquoi l'émergence du Brothers East Motorcycle Club, connu dans la rue sous le nom de B-Times East, a été perçue moins comme une compétition que comme une trahison teintée d'ambition. Rodriguez est devenu l'une des figures les plus emblématiques de ce mouvement. Il n'était pas bruyant, il n'était pas arrogant. Il était organisé. Le Brothers East s'est formé autour d'anciens espoirs, d'associés désabusés,
et de groupes indépendants qui se sentaient étouffés par la hiérarchie des bandidos. Leur slogan était simple: la liberté sans autorisation, le pouvoir sans tribut. Dans une ville longtemps dominée par un seul parti, cette promesse était explosive. Le timing était crucial. À la fin des années 1920, les bandidos subissaient une forte pression fédérale. Les poursuites pour racket avaient tout décimé leurs rangs. La surveillance était omniprésente. Pour leurs rivaux, Houston semblait vulnérable. Les Brothers East agissaient rapidement, recrutant massivement et s'implantant autour des bars, des clubs et des routes de la drogue que les bandidos contrôlaient depuis des années. Pour les bandidos, il ne s'agissait pas d'expansion, mais d'insurrection. Les premiers affrontements étaient discrets. Pneus crevés, menaces proférées par des intermédiaires, clubs vandalisés. Chaque incident testait les limites. Face à l'inaction des Brothers East, la violence s'intensifiait. En 2021, Houston connut une recrudescence des fusillades et des agressions à l'arme blanche liées aux deux groupes. Des motards masqués tendaient des embuscades à leurs rivaux devant les centres commerciaux et les garages, disparaissant avant l'arrivée de la police. Pour la plupart des habitants, il s'agissait d'un crime aléatoire. Pour les initiés, c'était une guerre qui se déroulait au grand jour. Les autorités fédérales ont lancé l'opération Bloodlines pour contenir les répercussions. Ce qu'elles ont découvert a révélé une réalité bien plus sombre. Des messages cryptés, des attaques coordonnées et des directives enjoignant prétendument aux membres de « frapper à vue ». Le ton était froid et délibéré. Aucune négociation, aucune trêve, seule la répression était permise. Pour les bandidos, Brothers East représentait une évolution dangereuse. Ils n'étaient pas prisonniers des vieilles légendes motardes. Ils se moquaient des structures nationales et des autorisations de leurs supérieurs. Ils étaient ancrés localement, agiles et prêts à prendre des risques. Rodriguez avait compris que pour survivre face à un géant, il fallait rester imprévisible. Petites cellules, mouvements courts, pression constante. Les bandidos réagirent en réaffirmant leur domination. Leurs repères furent fortifiés. Les convois devinrent monnaie courante. Les membres se protégeaient mutuellement en public. Le message était clair. Houston restait le territoire des bandidos. Quiconque contestait cette affirmation en paierait le prix. Des représailles suivirent, mais elles restèrent largement discrètes. Passages à tabac silencieux, disparitions, avertissements sans signature. En 2025, des mises en accusation tombèrent. 14 membres et associés des bandidos furent inculpés pour des actes de violence liés au conflit avec les Brothers East. Les procureurs parlèrent d'une campagne de représailles organisée. Les membres des Brothers East furent également pris pour cible. Leurs activités furent perturbées, mais non anéanties. La guerre ne prit pas fin. Elle se réorienta. Keith, Conan, Richter et la ligne East Coast. Quand les Powhans rencontrent le feu du Texas, Keith Conan, Richter n'a pas gravi les échelons par hasard. Son ascension est due à sa compréhension de la peur, plus profonde que celle de la loyauté. Sous sa direction, le club de motards des Pagans, autrefois une puissance régionale de la côte Est, est devenu l'une des organisations hors la loi les plus disciplinées et violentes d'Amérique. Leur emprise s'étendait sur le Maryland, la Pennsylvanie, le New Jersey et jusqu'au cœur de la région du Mid-Atlantique. Pendant des décennies, ce territoire est resté à l'abri des influences texanes. Puis, les bandidos ont commencé à se tourner vers l'Est. Au début, le chevauchement était subtil. Des clubs affiliés ont changé d'allégeance. Des motards indépendants ont commencé à arborer le rouge et l'or lors de rassemblements où la domination des Pagans était autrefois incontestée. Pour Richter, il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une reconnaissance.
Les Pagans avaient bâti leur empire sur un contrôle territorial strict et Richter était convaincu que toute hésitation risquait de provoquer une invasion. Il n'a pas proféré de menaces publiquement. Il s'est préparé. Après avoir subi de fortes pressions fédérales au Texas, les Bandidos reconstituaient leur direction et cherchaient de nouveaux territoires. Le corridor des Appalaches leur offrait tout ce dont ils avaient main besoin. Route de la drogue, trafic d'armes et petites villes où l'intimidation était plus efficace que l'application de la loi. Pour les Bandidos, c'était une aubaine. Pour les Pagans, une intrusion. Les premiers affrontements documentés ont eu lieu vers 1921. Sur une aire de repos de l'Interstate 81 en Virginie, une altercation entre des motards liés aux Pagans et des sympathisants des Bandidos a dégénéré en fusillade. 2 hommes ont été blessés. Personne n'a coopéré. Les enquêteurs ont par la suite établi un lien entre l'incident et des conflits liés au trafic de méthamphétamine dans la région. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire, mais d'une épreuve de force. Richter réagit comme à son habitude, avec méthode. Les Pagans fortifièrent leurs locaux, restreignirent les déplacements et renforcèrent la discipline interne. Des renseignements interceptés par les agences fédérales révélèrent plus tard que les communications des Pagans faisaient référence à des lignes de défense et à des patrouilles défensives. Le langage n'était pas émotionnel, mais stratégique. La côte Est ne capitulerait pas sans combattre. Les Bandidos répondirent par la pression plutôt que par des défilés. Le recrutement augmenta parmi les motards désabusés du Mid-Atlantique, lassés de l'emprise des Pagans. Des clubs intermédiaires assumèrent les risques, s'affrontant avec les affiliés des Pagans sur les parkings, dans les bars et sur les routes de campagne. Chaque camp nia toute implication. Chaque camp savait parfaitement ce qui se passait. En 2020, la violence s'est étendue à la Pennsylvanie, au Delaware et à certaines régions de l'Ohio. Des véhicules ont été incendiés. Des membres ont été agressés. Des symboles d'avertissement sont apparus sur les murs et les locaux des clubs. Les forces de l'ordre ont décrit la situation comme une guerre invisible, menée par l'intimidation plutôt que par des massacres. Les 2 clubs avaient tiré les leçons des conflits passés. Les effusions de sang public attisaient les tensions. La violence sournoise permettait de gagner du temps. Ce qui rendait le conflit entre les Richter et les Bandidos particulièrement explosif, c'était l'égalité des forces. Contrairement à leurs rivaux plus petits, les Pagans ne craignaient pas les Bandidos. Ils respectaient leur puissance, mais le respect n'impliquait pas la soumission. Richter avait bâti une organisation capable d'encaisser les pertes sans s'effondrer, décentralisée mais disciplinée, violente mais maîtrisée. Michael, Iron Mike, Lee et la pression des Grandes Plaines, quand les Omietos ont mis le Texas à l'épreuve. Michael, Iron Mike, Lee n'était issu ni d'un club traditionnel, ni d'une vieille famille de motards. Il venait des marges, là où les motards avaient appris très tôt que la survie primait sur la tradition. Lorsque le club de motards, Omietos, commença à se répandre en Oklahoma, au Kansas et dans certaines parties du nord du Texas, au début des années 1920, Lee devint l'un de ses organisateurs les plus en vue. Pour les observateurs extérieurs, les Omietos ressemblaient à un autre groupe de hors-la-loi en pleine expansion. Pour les Bandidos, c'était comme une étincelle dans l'herbe sèche. Les Omietos ne suivaient pas les méthodes habituelles. Ils recrutaient dans les prisons, les petites villes rurales et les groupes de motards indépendants qui n'avaient jamais été pleinement intégrés à l'ancienne hiérarchie. Leur message était simple. Pas d'autorisation, pas de tribu, pas de soumission à une hiérarchie lointaine. Dans des régions longtemps considérées comme des territoires secondaires pour les Bandidos, ce message fit mouche. Les motards qui se sentaient ignorés ou exploités l'écoutèrent. Au début, les Bandidos toléraient les Omietos.
Comparé à des menaces comme les Mongols ou les Kinfolk, il semblait insignifiant. La situation changea lorsque les sections des Omietos commencèrent à contrôler les routes de la drogue et des armes qui alimentaient discrètement les réseaux des bandidos depuis des années. Ce changement ne se fit pas bruyamment. Il fut efficace. Et dans le milieu du crime organisé, c'est l'efficacité qui attire l'attention. En 2019, la tension était palpable. Les bagarres dans les bars d'Oklahoma City et de Tulsa suivaient un schéma bien connu. Des membres des Omietos d'un côté, des associés des bandidos de l'autre. Des mots fusaient. Des chaises étaient déplacées. Il y avait toujours des blessés. Les rapports de police parlaient d'incidents isolés. Les initiés, eux, les qualifiaient d'enquête. La stratégie de Lee reposait sur les alliances. Les Omietos ne cherchaient pas à combattre seuls. Ils s'allièrent à des clubs plus petits et à des groupes dissidents, dont certains étaient déjà hostiles aux bandidos. Les agents fédéraux la décrivirent plus tard comme un réseau d'opposition, une coalition informelle destinée à résister à la domination texane. Pour les bandidos, cela ressemblait à une rébellion qui se propageait dans les plaines. La violence s'intensifia en 2021. Devant un bar près de Fort Worth, 2 motards furent abattus, l'un lié aux Omietos, l'autre un associé connu des bandidos. Les représailles ne tardèrent pas. Des véhicules incendiés, des maisons vandalisées, des avertissements anonymes. Le message se répandit plus vite que n'importe quel communiqué de presse. Les limites avaient été franchies. Les bandidos répondirent par la pression plutôt que par le spectacle. Des hommes de main se déplacèrent vers le nord. Des clubs de soutien furent mobilisés. Les motards furent avertis de ne pas porter les mauvaises couleurs au mauvais endroit. L'objectif n'était pas l'anéantissement, mais le confinement. Rendre le coût de l'expansion trop élevé pour justifier le gain. Karl, Big Dog, Lebsack et l'ombre du Pacifique. Quand les Gypsy Jokers se sont tranquilles. Karl, Big Dog, Lebsack n'a jamais cherché à conquérir de territoire comme les autres chefs de gang hors la loi. Il avait compris une chose que la plupart de ses rivaux ignoraient. On ne gagne pas toujours en étant le club le plus bruyant. Parfois, on gagne en étant celui que personne ne voit venir. Cette philosophie a façonné le Gypsy Joker Motorcycle Club et en a fait l'un des ennemis les plus redoutables que les bandidos aient jamais rencontrés sur la côte pacifique. Les Gypsy Jokers étaient moins nombreux que les bandidos et cela leur convenait parfaitement. Basés principalement dans l'État de Washington et le Nord-Ouest Pacifique, ils évitaient toute expansion ostentatoire et toute intimidation publique. Leur force résidait dans la précision, le secret et une sécurité interne quasi paranoïaque. Lorsque les bandidos ont commencé leur expansion vers l'ouest, les Jokers ne les ont ni menacés ni défiés ouvertement. Ils ont simplement observé. Au départ, les 2 clubs semblaient destinés à coexister. Des styles différents, des priorités différentes. Mais le Nord-Ouest Pacifique n'est pas un terrain neutre. C'est un corridor, route de la drogue, trafic d'armes, port stratégique. À mesure que les sections et affiliés des bandidos se rapprochaient du territoire des Jokers, la tension passagère devint personnelle. Les Jokers ne demandaient même pas la permission et ne toléraient aucune intrusion. Contrairement à d'autres rivalités, celle-ci dégénérait rarement en violence publique. C'était délibéré. Les Gypsy Jokers considéraient la visibilité comme une faiblesse. Ils privilégiaient donc l'intimidation, laissant peu de traces. Des membres étaient suivis. Des réunions étaient compromises. Les clubs de soutien étaient discrètement avertis. Dans une affaire largement commentée dans les milieux policiers, un motard lié aux bandidos a été retrouvé battu et abandonné à plusieurs kilomètres de sa moto. Son gilet retiré, son message transmis sans témoin. Le style de leadership de Lebsack alimentait la peur.
Il décourageait les actions impulsives et exigeait une loyauté absolue. Les Jokers fonctionnaient davantage comme une unité secrète que comme un club de motards. Des cellules imbriquées les unes dans les autres. Une communication limitée. Une contre-surveillance constante. Pour les bandidos, habitués à une hiérarchie structurée et à une domination visible, c'était profondément frustrant. Il n'y avait pas de chef à éliminer, pas de local à faire pression, pas d'erreur publique à exploiter. À la fin des années 2000, les agences fédérales ont commencé à s'intéresser de plus près aux Gypsy Jokers, surtout après avoir découvert des preuves de violence planifiées contre leurs rivaux et les forces de l'ordre. Les enquêtes ont révélé à quel point le club était isolé. Même sous pression, les informations fuyaient rarement. Cet isolement les rendait dangereux pour quiconque s'opposait à eux. Pour les bandidos, les Jokers représentaient un ennemi d'un autre genre. Ni des bâtisseurs d'empire, ni des rebelles, des chasseurs. Le conflit restait principalement clandestin, mais cela ne le rendait pas moins réel. Dans l'État de Washington et en Oregon, les plus petits clubs furent les premiers à en subir les conséquences. Ils furent contraints de choisir leur camp ou de renoncer définitivement au monde des motards. La neutralité était proscrite. Ce qui déstabilisait véritablement les dirigeants des bandidos, c'était l'imprévisibilité. Avec d'autres rivaux, l'escalade suivait un schéma. Avec les Jokers, rien ne prévoyait rien. Des semaines de silence pouvaient se terminer par une riposte soudaine. Puis le silence retombe. Ce manque de rythme maintenait tout le monde sur le qui-vive. Personne ne savait quand ni où la prochaine attaque aurait lieu. Stephen McCraw est le front invisible, quand les forces de l'ordre sont devenues l'ennemi le plus dangereux. Stephen McCraw ne portait jamais d'insigne. Il ne roulait pas en formation et n'annonçait pas son territoire. Mais pour les bandidos, il représentait quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel écusson rival. Figure emblématique des forces de l'ordre texane durant certaines des années les plus sanglantes du club, McCraw symbolisait un ennemi qu'on ne pouvait ni intimider, ni avec qui on ne pouvait négocier, ni laisser passer l'orage. Si les guerres de motards connaissaient des hauts et des bas, celles-ci ne s'arrêtaient jamais. Après Waco, la situation changea radicalement. Le massacre de Twin Peaks força le Texas à affronter la violence des motards hors la loi, à une échelle qu'il ne pouvait plus ignorer. La pression publique fut immédiate. La patience politique s'évapora. McCraw, alors à la tête du département de la sécurité publique du Texas, se retrouva sous les feux de la rampe, un rôle que la plupart des représentants de la loi évitent. Il ne minimisa pas les faits. Il les présenta comme une violence organisée et non comme une simple bagarre de bar qui avait mal tourné. Ce choix de perspective a eu son importance. Il a transformé le récit, passant d'incidents isolés à une menace systémique. Pour les bandidos, ce changement était dangereux. Les clubs rivaux pouvaient être dissuadés par la peur. Les forces de l'ordre, elles, ne le pouvaient pas. McCraw a insisté sur la nécessité d'un recueil de renseignements intensif, d'une surveillance accrue et d'une coordination renforcée entre les agences locales, étatiques et fédérales. Le résultat n'a pas été un raid spectaculaire, mais une pression constante. Les routes ont été placées sous surveillance. Les repères des membres du gang ont été cartographiés. Leurs déplacements sont devenus prévisibles. L'anonymat, autrefois un avantage, a commencé à s'estomper. Les membres des bandidos l'ont d'abord remarqué de manière subtile. Des contrôles routiers qui semblaient ciblés, des voitures de patrouille stationnant près de leur lieu de rassemblement habituel et l'impression que chaque trajet était enregistré. Ce qui rendait l'approche de McCraw efficace, c'était la retenue. Il ne recherchait pas les gros titres avec des arrestations massives, sauf si les dossiers étaient irréfutables.
Ils privilégiaient le travail de longue haleine, l'observation des tendances et la mise à nu des réseaux par les rivalités. Chaque querelle, chaque représaille générait des données. Et les données, c'était précisément ce que la culture hors la loi n'était pas faite pour dissimuler. Les bandidos comprenaient instinctivement cette menace. Les forces de l'ordre n'étaient pas prisonnières de l'orgueil ni des guerres de gangs. Peu leur importait qui remportait un conflit territorial. Ce qui comptait pour eux, c'était le démantèlement des structures. Contrairement à leurs rivaux motards, la stratégie de McCraw ne reposait pas sur la domination, mais sur la patience. Cette même patience qui avait permis aux bandidos de prospérer se retournait, désormais contre eux. Pour beaucoup, le traumatisme psychologique était plus lourd qu'une guerre ouverte. On peut se préparer à l'arrivée d'un rival. On peut surveiller les alentours. On peut rouler armé, mais on ne peut pas voir les caméras de surveillance. On ne peut pas prévoir les citations à comparaître. On ne peut pas riposter aux mises en examen. Chaque coup frappé à la porte était porteur d'incertitude. Chaque appel téléphonique donnait l'impression d'être écouté. Les déclarations publiques de McCraw ont renforcé ce message. Le Texas ne tolérerait pas la violence organisée des gangs de motards. Il ne s'agissait pas d'un conflit territorial à gérer, mais d'une entreprise criminelle à démanteler. Pour les bandidos, c'était comme si l'État lui-même avait pris position. La neutralité avait disparu.